Mesdames, Messieurs, chers confrères et consoeurs en littérature et néanmoins amis, il me revient aujourd'hui le plaisir et l'honneur de présenter à nouveau Françoise Pirard. Je dis à nouveau parce que j'ai présenté un de ses romans précédents qui s'appelait Seuls les échos de nos pas. Il y a déjà quelques années, j'ai envie de dire dans une autre vie, pendant l'ère avant pandémie. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, un livre qui m'avait beaucoup plu, sauf que c'est bien volontiers que j'assume la présentation d'un autre de ses ouvrages aujourd'hui. Je dis tout de suite que je n'ai pas été déçu. Évidemment, quand le premier a plu, on dit le second, oh là là, si jamais il ne me plaît pas, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Mais non, il m'a plu aussi. Donc voilà, vous présentez l'auteur, mais c'est toujours un peu paradoxal parce que généralement, quand les gens viennent, ils connaissent mieux le présenté que le présentateur. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de moi, mais Françoise Pirard était enseignante pendant longtemps et était également spécialisée dans la traduction d'auteurs anglo-saxons. Et elle a une production absolument impressionnante. À la fin de son livre, vous trouverez tout ce qu'elle a écrit, essentiellement des romans et des nouvelles, parce que ceci est un recueil de nouvelles, ce n'est pas le premier qu'elle nous donne. Ceci est donc publié aux éditions Méo, qui a été publié il y a quelques mois. Vous avez 20 nouvelles de longueur très, très différentes. Il y en a d'une page, il y en a une qui fait 30 pages. Voilà, l'ouvrage fait au total 159 pages très exactement. Alors, ma première question est assez logique. Logiquement, pourquoi avoir choisi des nouvelles, parce que tu as fait des romans aussi évidemment. Ici, je pense que ça introduit d'ailleurs déjà la seconde question, qui est la question du fil conducteur, autour de quoi tournent ces nouvelles, parce qu'enfin, ça n'est pas obligatoire pour faire des nouvelles qui n'ont vraiment aucun point commun, si ce n'est l'auteur. Oui, bien sûr. Disons, le choix d'écrire des nouvelles par rapport à un roman, c'est très personnel, évidemment, parce que l'écriture d'un roman vous engage complètement. Il faut une persévérance terrible pour poursuivre un roman et le mener à son terme. Une nouvelle, on peut l'écrire de manière un petit peu plus... quand on a beaucoup d'occupations, on peut quand même trouver toujours du temps pour écrire une nouvelle. D'autant plus quand on peut être motivé par certaines publications, comme notamment celle de l'AEB. L'AEB a vraiment publié régulièrement des nouvelles très très courtes, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une AEB un peu plus ancienne, je dirais. Et aussi la revue Marginale, qui propose toujours un thème bien précis d'actualité, où les auteurs peuvent se imaginer quelque chose qui est toujours en rapport avec la fiction, évidemment. Alors, par rapport, excuse-moi, par rapport au fil conducteur, effectivement, il y a une série de nouvelles dans ce recueil, mais j'ai voulu faire en sorte que même si certaines de ces nouvelles avaient été écrites à des moments très différents, parfois avec 10, 15, voire 20 ans d'écart, elles aient quand même un point commun, qui est le fait que mes personnages se retrouvent à un moment ou l'autre de leur existence confrontés à un incident, un petit quelque chose, comme nous dans notre vie de tous les jours. Et cet incident va bouleverser leur existence et les transformer peut-être. C'est-à-dire quelqu'un qui serait par exemple très fermé, très centré sur lui, va tout d'un coup rencontrer, se trouver confronté à quelque chose de totalement inhabituel et être entraîné dans une manifestation, par exemple. Ou bien, il y a toutes sortes de petits éléments comme ça qui bousculent leur vie. C'est ça le fil conducteur. Et certaines nouvelles tournent un petit peu au fantastique, enfin à quelque chose qui est en tout cas peu réaliste. Oui, effectivement. Il y a, pour donner une idée tout de suite du style qui débouche de temps en temps sur l'ironie, ce qui personnellement ne me dérange pas parce que j'en suis assez dépourvu. Alors, il y a dans une de ces nouvelles un homme politique important
Au fond, c'est une nouvelle d'anticipation, parce que l'homme politique, il existe encore maintenant. On le connaît bien. On le connaît bien, on l'identifie assez facilement. Et il est 40 ans plus tard, quelque chose comme ça, ou au moins 30 ans plus tard, dans une maison de repos de luxe, qui correspond à son standing d'ancien chef d'État. Et alors, je vous lis un petit passage, parce que, en principe, il ne peut pas fumer dans cette maison, et une infirmière qui a l'impression, par rapport à l'odeur, comme on dit, qu'il a un peu fumé, lui dit « Ah, ça ne va pas, il ne faut pas recommencer ». Alors, il sourit, fait mine d'acquiescer. N'a-t-il pas autrefois lancé quantité de promesses jamais tenues? Pire, qu'il savait à l'avance être incapable de respecter. Baisser la courbe du chômage, augmenter les bas salaires, lutter contre la fraude fiscale, être le premier défenseur de l'écologie. Ah, l'écologie! Mais qu'est-ce qu'il en avait à fiche en ce temps-là? Plaire, plaire, plaire. Voilà ce qu'a été son unique ligne de conduite. Il doit bien l'admettre à présent. À chaque sondage, il se rongeait les sangs dès que sa cote de popularité vacillait. Que dire lorsque la vague jaune de mécontents a submergé le pays en le livrant au chaos? Et puis il y a eu cette maladie nouvelle qui en quelques mois s'est répandue comme la peste dans le monde entier. Dès qu'il songe à cela, les images deviennent floues, comme si ces événements avaient été irréels. Voilà, je voulais vous donner un échantillon du style de notre autrice, nouvelliste, je ne sais pas si on dit nouvelliste, mais pourquoi pas. Je voudrais te demander, tu as abordé toi-même le sujet de le fantastique. Il y a un goût incontestable pour le fantastique, ça vient... C'est pas vraiment le fantastique, c'est plutôt, comme je disais, des situations qui dérapent, où on se retrouve dans un cadre bien réel, bien connu par nous, et puis tout d'un coup, il y a un élément qui vient perturber tout ça, et ça devient un petit peu étrange. Par exemple, il y a une des nouvelles où le directeur se retrouve confronté à une photocopieuse qui devient complètement timbrée, c'est-à-dire qu'elle dégueule les papiers, l'encre, etc., et ça devient complètement étrange parce que le maître et sa fidèle secrétaire, c'est une société en fait où le directeur, cette société s'occupe de regrouper différentes associations, et en fait c'est une association qui ne sert à rien du tout parce qu'elle est factice, et sa secrétaire fait des photocopies, enfin on est vraiment dans le monde de Kafka. Et à un moment d'ailleurs, il est complètement perturbé par ça, parce que la photocopieuse devient complètement timbrée. Et si je peux vous lire un petit passage. Jusqu'à l'aube, le monstre a continué à déverser son flot de feuillets noircis, paperasses dérisoires sur lesquelles on distinguait encore à peine l'entête de la société. Je ne sais par quel miracle, la machine était approvisionnée en rames de papier. En fait, c'est le directeur qui parle. Et puis, ça continue, c'est dans cette folie, cette photocopieuse qui déverse tous ces papiers. Elle s'est enfin tue, la photocopieuse. Tapie dans un coin de la pièce, je l'observe. Je crois bien que tous les employés ont quitté les bureaux, même ma dévouée secrétaire. Ils m'abandonnent, seul avec elle, seul avec la chose, ce monstre qui, vaincu, me nargue encore, moi, l'homme rationnel, le directeur de la société. Hébété, entouré de feuilles, tapis épais qui a grimpé à hauteur des fenêtres jusqu'à les obstruer à moitié, je nage parmi les copies, les poumons emplis par les effluves d'encre. Enfin, je parviens à atteindre le couloir, je me précipite à l'extérieur en laissant la porte ouverte derrière moi. La rue est chaude, je marche au hasard de mes pas, sans direction précise, je flotte comme dans un songe, au milieu de visages tendres et souriants. Un homme m'interpelle. « Excusez-moi, vous auriez l'heure ?»« Non, je n'ai pas l'heure, je lui dis. J'ai dû égarer ma montre, mais j'ai pu lui donner mon âme, s'il le demande. Je suis un saltimbanque, un type de passage, libre et sans attache. Sur un banc, deux pigeons au plumage mordoré roucoulent. Les feuilles des arbres frémissent dans une lumière rose qui baigne ma face radieuse. Un peu plus loin, dans une cour d'école, des rires d'enfants. Et dans le ciel, un drôle de petit nuage dodu, en forme de boule. Serait-ce cela le bonheur? Le cœur léger et l'âme en paix?
Je souris à tous ces inconnus. Ma société a cessé d'exister, ma vraie vie commence. Bien, je voulais alors te demander de nous dire un mot d'autre chose. Nous avons vu qu'un ancien homme d'État se trouvait dans une maison de repos. Il y a une autre nouvelle qui traite maison de repos où une pensionnaire part d'une expédition épouvantable. On a l'impression qu'elle va au moins au Kamtchatka, alors qu'il s'agit simplement d'aller jusqu'à la salle à manger. Alors, est-ce qu'il y a, parce qu'il y a indépendamment des personnages, des descriptions assez précises, qui me paraissent très réalistes. Il n'y a plus de fantastique ici. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir de près des maisons de repos avec des amis ou comme ça arrive de temps en temps, des membres de la famille? Oui, j'ai eu l'occasion parce que c'est d'ailleurs comme ça que j'ai imaginé le président français, comme vous l'aurez sans doute deviné, M. Emmanuel Macron, quelques années plus tard, comme tu disais, une quarantaine d'années plus tard, dans une maison de repos, un peu décatie, on peut le dire comme ça, mais encore en ayant vaguement sa tête. En fait, j'ai une expérience des maisons de repos parce que j'ai accompagné une vieille dame pendant 5 ans. Cette dame n'était absolument pas de ma famille, mais j'ai voulu l'accompagner en tant que bénévole et j'allais la voir tous les lundis à 1h de l'après-midi et je restais 1 heure avec elle. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et chaque fois, on me disait « vous êtes de la famille ?» Je disais non. Et je devais répéter ça constamment. Et puis un jour, on m'a annoncé qu'elle était décédée. Et donc j'ai un petit peu connu le monde des maisons de repos indirectement, avec tout ce que ça comporte comme tristesse, comme manque de soins par manque de personnel, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Oui. Pas encore. Patience. Un autre point que je souhaite aborder, j'espère que ça ne fera pas bondir un de nos auditeurs très silencieux jusqu'à présent, parce qu'il y a des chiens qui, au mot chat, ne se tiennent plus. Il y a incontestablement un amour des chats. On retrouve des chats avec des rôles plus ou moins importants dans différentes nouvelles. Il y a notamment la nouvelle la plus longue qui fait une 30aine de pages, s'appelle Grâce féline. Il ne s'agit pas d'un tigre ici, mais il s'agit d'un chat. Alors, tu peux nous dire un mot de cette attirance pour les chats? J'ai eu un chat qui était un peu spécial et qui se comportait un peu comme un chien. Il avait des moitiés ici à moi, c'est-à-dire qu'il me courait après, il était très possessif comme ça. Et donc dans cette longue nouvelle, Grâce féline, il s'agit d'un couple qui occupe une maison qui n'est pas la leur, mais qui est la maison que leur a laissée pour le temps des vacances un couple d'amis. Et cette maison a un côté très particulier parce que c'est une espèce de bunker. En fait, tout est fermé, il n'y a plus moyen d'aller à l'extérieur, les fenêtres sont obstruées. Et ce couple qui au départ s'entend relativement bien va se retrouver confronté à une situation qui est très, très dérangeante et très inquiétante parce qu'il se retrouve vraiment enfermé en tête-à-tête et en étant vraiment c'est comme s'il y avait une malédiction dans cette maison. Et il y en a une, effectivement, parce qu'un enfant est mort, etc. Enfin, c'est toute une histoire un peu plus longue. Et ce couple va se déchirer à cause de l'atmosphère qui est dans la maison. Et il y a un chat qui passe de temps en temps, qu'on ne voit plus. Oui. Le juriste que je suis personne n'est parfait, a retrouvé une certaine présence, je dirais, du droit dans ton recueil de nouvelles. Ça ne m'a pas surpris parce qu'il y avait déjà du droit dans Seuls les échos de nos pas, où il y avait un personnage secondaire, un personnage même atteint de quérulence, c'est ce qu'on appelle un faux de justice. Genre de personnage que les praticiens de la justice connaissent bien, j'en ai fait l'expérience autrefois. Alors ici, il y a du droit également, et à la fois du droit et du chat, parce qu'il y a une nouvelle dans laquelle un couple se sépare, et l'un des conjoints intente une action contre l'autre pour obtenir la garde exclusive du chat. Alors ça, comme juriste,
résiste pas évidemment au plaisir de vous lire la citation en justice lancée par un des époux et qui est d'un réalisme total. Vous allez peut-être rire, mais je vous assure que c'est d'un réalisme total. Attendu que le demandeur, M. Quentin Rose B, a fait état de violences psychologiques de son conjoint, M. Aurel T, non seulement envers sa personne, mais aussi envers l'animal de compagnie du couple, un chat siamois dénommé Sissi. Le chat Sissi, perturbé par l'ambiance au sein du couple, laquelle n'a cessé de se détériorer, a manifesté les symptômes d'une grave dépression, dont l'origine évidente était la présence accablante de M. Aurel T. Le comportement inadapté et hautement préjudiciable de M. Aurel T ne pouvait que nuire au bien-être du dit chat. M. Aurel T, par son silence actuel, démontre avec force qu'il n'éprouve aucun attachement envers son animal de compagnie. Sissi semble à présent guérir peu à peu de ses souffrances psychiques, preuve que son ancien maître ne lui manque pas. Attendu que M. Quentin Rose B, en conséquence de tout ce qui précède, revendique la garde définitive du chat Sissi, par ces motifs, plaise au tribunal déclarer la demande recevable et fondée. Alors, il ne faut pas rire. Je vois que vous êtes très sérieux d'ailleurs, mais on pourrait tenter de rire. Comme ancien praticien, je peux vous assurer que ce sont des choses qui se rencontrent en justice et que c'est d'ailleurs tout à fait raisonnable. Je n'ai pas connu de cas de garde d'un chat, mais de garde d'un chien. Un chien vaut bien les petites cuillères pour lesquelles des couples se séparent, pas se séparent, mais se disputent en cas de simple séparation, a fortiori en cas de divorce, et sont prêts à s'assassiner pour des petites cuillères. Alors, un animal domestique vaut bien cela, et c'est ça que j'ai trouvé ceci tout à fait parlant. Tout à fait réaliste, parce que on vient de dire, t'as entendu fantastique, mais enfin voilà du réalisme. Thème de la vieillesse, peut-être un mot là-dessus. On l'a abordé à propos de Macron, mais c'est pas le seul. Oui, il y a une autre nouvelle où il y a quelqu'un qui est âgé aussi, une dame plus âgée qui était. C'est à cette dame âgée que je pensais, bien sûr, celle que j'ai rencontrée si régulièrement pendant 5 ans. Mais mes nouvelles ne tournent pas autour de la vieillesse, hein, je vous rassure tout de suite. Non, pas du tout. Il y en a une ou deux. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Comme je l'ai dit, l'ironie est présente un peu partout. Je signale particulièrement la dernière nouvelle qui est tout à fait intéressante parce que le narrateur est à la première personne. Le narrateur travaille dans une maison d'édition et il présente un recueil de nouvelles qui s'appelle « Tout est sous contrôle ». Ça vous dit peut-être quelque chose. Et avec un inventaire à la Prévert qui est tout à fait savoureux. Je ne vais pas vous le lire entièrement parce que c'est trop. Je lis et cet inventaire se réfère évidemment au sujet traité par la plupart des nouvelles. Ça veut dire que j'ai voulu, en reprenant l'inventaire de Prévert, reprendre différents éléments des nouvelles et en faire une espèce de les réunir et en faire un inventaire complètement abscon et qui termine, qui est une partie de la fin du recueil. Effectivement, et alors là il y a l'intérêt, c'est que l'éditeur écoute absolument de cette interminable énumération. Vous dit par exemple, voilà, 1000 lettres anonymes et 969 mauvaises intentions, 18 tailleurs jaunes canaris, un perroquet qui dit oui, qui dit non à un chat qui vole, un pénitencier, une bonne intention, 1000 bonnes intentions, 2000 bonnes intentions, 3000 bonnes intentions. Apprécie de boss, il y a du Prévert en vous. Et alors, il est tout à fait ravi. Il dit pas mal du tout cette couverture avec le type en costard cravate, la voilà. Et le titre vachement bas, tout est sous contrôle, interloquant, déconcertant, sans fioriture. Vous en pensez quoi, mon petit Manu? J'ai souri sans répondre. Quitte à être frustré, j'avais pour le moment intérêt à me la jouer modeste. Le titre, mais c'est moi qui l'ai imaginé. Le bouquin en question, c'est moi qui l'ai écrit de A à Z. C'est mon œuvre. La personne dont le nom figure sur la couverture, FP pour ne signer que les initiales, n'a fait que le signer. Voilà, comme ça vous savez tout. C'est pas moi qui ai écrit le bouquin. J'ai un nègre, comme on dit maintenant,
Oui, c'est Enfin, comme on a politiquement incorrect. Oui, d'accord. Tout à fait, oui, mais... Il y a aussi quelques nouvelles, enfin 3 nouvelles qui ont rapport avec des maisons d'édition. Les gens, enfin, le responsable de la maison d'édition reçoit des quantités de manuscrits et a trouvé une technique extraordinaire pour lire 2 manuscrits à la fois aussi. Ou alors pour faire semblant qu'il a lu le manuscrit, on propose par exemple d'introduire dans le manuscrit du pauvre écrivain qui est refusé un cheveu, on croque un peu la page, on souligne un peu au crayon, et comme ça, l'auteur reçoit son manuscrit en retour avec la belle lettre de refus. Votre manuscrit ne correspond pas à notre maison d'édition, mais il s'apercevra en le réouvrant qu'on l'a quand même lu. Et ça, c'est magnifique. Ça met du baume au cœur et ça pense à l'esprit. Voilà. Exactement. Bien. Personnellement, je n'ai plus de questions, mais je souhaite peut-être développer un point ou l'autre. C'est-à-dire, je voulais dire aussi que dans ces textes, même s'ils ont l'air un petit peu légers et peut-être un peu tournoyants comme ça, c'est-à-dire, puisqu'il y a quand même plusieurs nouvelles différentes, même si elles ont un lien commun, elles ont quand même des personnages qui sont différents, pas comme dans un roman. Il y a quand même sous-jacente une critique de la société par rapport à l'administration, puisque dans la nouvelle où cette photocopieuse devient complètement idiote, je critique vraiment tout ce qui est la bureaucratie dans toute son horreur, comme on connaît tous en Belgique spécialement, et aussi la bureaucratie, aussi l'hypocrisie des gens de pouvoir, des gens haut placés, et notamment la langue de bois. Un personnage qui dit par exemple, qui parle de lui-même parce qu'il a été un homme politique, et il dit, il parle des discours hypocrites. Je l'appelais la langue des rois parce qu'elle a le pouvoir d'abrutir les plus faibles. Nous l'avons pratiquée, elle nous a bien servi à trahir nos semblables, ceux qui nous avaient élus parce qu'ils avaient confiance en nous. Oui. Donc il y a quand même de l'ironie par rapport à la société. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, et c'est fort bien ainsi d'ailleurs, je trouve. Enfin, c'est une question de goût tout à fait personnelle. Eh bien, alors je crois que nous pouvons en rester là, puisque tout est sous contrôle.